discuter des différentes fonctions, on va vous présenter un peu les caractéristiques chez une personne en santé, les caractéristiques qu'on associe au sang normalement chez une personne en santé. Donc, première des choses, bon, on parle de la couleur ici. Euh, Notez bien, là, c'est rouge, hein, le sang. J'entends souvent, et j'ignore d'où ça vient, mais c'est une fausse conception qui est largement répandue de dire que le sang est bleu dans les veines. Alors, c'est complètement faux. Puis, j'ai déjà entendu ça chez certains collègues, donc je sais que c'est très, très répandu. Ça va peut-être vous mettre en état de choc, mais le sang est rouge, en fait. Il peut être rouge clair ou rouge foncé. Et si vous avez la peau pâle, c'est vrai que le sang peut apparaître bleu dans les veines, mais c'est une illusion d'optique, en fait. C'est un effet d'optique, de physique, puis de perception de votre cerveau. Je pourrais vous en parler longtemps, mais c'est faux, en fait. Le sang est rouge chez l'être humain. Et la seule différence de couleur que vous allez voir, c'est le niveau d'oxydation, en fait. Si le sang est rouge clair ou écarlate et très très clair, ben, c'est un sang qui est riche en oxygène. Ça veut dire que la majeure partie des érythrocytes transportent l'oxygène présentement. Et si vous allez avec un sang qui est pauvre en oxygène, il va être foncé. Donc, dans un sang veineux, en fait, généralement, on s'attend à un sang rouge-brun, rouge plus foncé, en fait. C'est parce qu'il comporte tout simplement plus de CO2. Mais en aucun cas, vous allez avoir du sang bleu. Puis des fois, j'ai des étudiants qui me disent ouais, mais ils dessinent bleu dans les livres. Ben, c'est un code de couleur, hein, tout simplement. Puis si vous étudiez l'embryologie, on le dessine mauve chez le fœtus pour X raison, mais il n'y a aucun sang mauve non plus. Donc, il faut faire attention à ça. C'est du sang rouge. C'est intéressant. Il faut savoir ces caractéristiques de base-là parce qu'évidemment, si exemple, le sang artériel, on s'entend qu'il soit clair puis qu'il n'est pas tellement clair, ben, ça pourrait dénoter un problème d'oxygénation chez cette personne-là. Okay, donc ça, c'est les couleurs normales. Le volume, ben, c'est entre 4 et 6 litres. Là, on vous dit 4-5 litres pour la femme, ça dépend. Une femme de grande taille ou un point important pour avoir un peu plus de sang. Donc, c'est hautement variable avec je vous dirais, la taille, le poids et tout ça. Donc, ça va varier d'une personne à l'autre. Un jeune enfant a moins de sang, un petit bébé, évidemment, moins de sang, il est plus petit et tout ça. Donc, c'est entre 4 et 6 litres. La viscosité, donc, la viscosité, comment on pourrait définir ça? Dans votre livre, on parle d'épaisseur du sang. Donc, plus que le sang est visqueux, plus qu'il est épais. C'est un peu comme de la mélasse, exemple, entre guillemets. Donc, de l'eau, de la mélasse, puis imaginez-vous un verre d'eau que je remplis avec du sable, puis que là, ça fait une solution semi-solide, là, qui est de la boue, en fait. Donc, ça, c'est très, très visqueux. Et plus que la substance va être liquide, évidemment, moins qu'elle est visqueuse. Donc, idéalement, c'est d'avoir le sang le moins visqueux possible, le plus liquide possible, parce qu'il va circuler beaucoup plus facilement et c'est beaucoup moins difficile pour le cœur de pomper le sang pour activer la circulation sanguine. Mais de façon naturelle, chez une personne en santé, il y a à peu près un facteur 5 de viscosité. Donc, le sang va toujours être 5 fois, 4 à 5 fois plus visqueux que l'eau. Ça s'explique facilement. C'est l'ensemble des molécules puis des cellules qui sont solubilisées dans cette partie dans le plasma, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est plus visqueux que l'eau. Donc, ça circule plus difficilement. Puis, évidemment, il faut faire un effort cardiovasculaire plus important pour déplacer le sang. Il y a des situations pathologiques, le sang va devenir plus visqueux. Ça peut amener des problèmes. On va les étudier éventuellement. Ou dans l'inverse aussi, exemple, une personne anémique, une destruction des globules rouges ou un manque de fabrication de globules rouges, dépendamment du type d'anémie, ben, le sang va être plus fluide. Donc, ça amène des problèmes de transport d'oxygène, mais en même temps, le sang circule mieux. Donc, on va étudier ça évidemment. Concentration normale sur taux de 0,9%. Au niveau plasmatique, mais aussi en dehors des vaisseaux sanguins, donc le liquide interstitiel et tout. En fait, l'ensemble de vos liquides doit être à peu près autour de 0,9%. C'est la concentration physiologique normale. Température, ça c'est intéressant. La température corporelle est de 37 degrés. Dans ce cas-ci, le sang est un peu plus chaud, d'1 degré à peu près, donc autour de 38. Je l'ai expliqué un petit peu tantôt précédemment, tout simplement parce qu'il y a une grande quantité d'eau qui transporte justement de la chaleur, due à la capacité de l'eau, sa propriété de chaleur massique. C'est pour ça qu'on utilise le sang parfois pour réchauffer certains endroits de votre corps, certains organes. Donc, comme c'est un peu plus chaud, si on veut, exemple, je l'ai dit un petit peu tantôt, mais si vous êtes dehors pendant l'hiver et que vous avez froid aux joues, ben, on va amener un apport sanguin un peu plus élevé pour réchauffer l'organe, exemple.
extrêmement important de savoir ça. Température corporelle, je suis pas mal sûr que tout le monde sait que c'est 37 degrés Celsius. J'aime pas beaucoup faire apprendre les chiffres, mais ici, important, le pH sanguin chez une personne en santé est de 7,35 à 7,45. Au cours de la session, on va étudier beaucoup ces chiffres-là, puis on va voir que les états, ça chez une personne en santé, mais il y a des gens qui vont souffrir d'acidose respiratoire ou métabolique ou des problèmes d'alcalose. Donc, il va y avoir des variations de pH en dessous ou au-dessus de ces chiffres-là, de cette normale-là, et on va étudier ça en détail. Donc, il faut comprendre que si au dossier clinique, vous constatez que votre patient n'est pas dans cet intervalle-là, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau sanguin, il y a un pH. Puis on ne veut pas un pH anormal, pardon, et on ne veut pas un pH trop acide. Ça peut conduire à la mort. Un problème d'acidose, le pH trop acide, il y a une dénaturation des protéines, donc elles vont se déplier, ne fonctionnent plus, n'assurent plus leur fonction. Par exemple, les enzymes ne font plus leur travail, donc les réactions chimiques tombent. C'est extrêmement sérieux comme condition, ça peut conduire à la mort. L'alcalose, même chose, si le pH est trop élevé, le pH trop alcalin, bien, les enzymes fonctionnent au ralenti, fonctionnent moins bien, réaction chimique, métabolisme tombe à zéro, ou en tout cas diminue, puis ça peut conduire à la mort aussi. Donc c'est extrêmement essentiel de maintenir un pH entre ces intervalles-là. Et il y a beaucoup de situations médicales, on va en parler un petit peu dans la classe éventuellement, mais que vous allez voir au cours de votre carrière, qui va modifier le pH sanguin. Des cas de diabète non contrôlé, que ce soit de type 1, type 2 ou peu importe, des problèmes respiratoires, d'asthme, l'emphysème, tous les MPOC vont modifier aussi, ils risquent de modifier les pH. Les problèmes métaboliques, on favorise les diètes à partir de corps cétoniques, ça peut acidifier le sang aussi. Donc, il y a beaucoup de situations que vous allez étudier, dysfonction des reins, entre autres choses, donc qui vont modifier ce pH-là. Alors, c'est bien important de connaître ces valeurs-là, parce que c'est un indicateur de plusieurs maladies, en fait, si on n'est pas dans les normales. Un petit détail que j'ai quand même oublié, juste, pardon, j'en ai parlé à la dernière diapo, mais évidemment, il y a toujours la relation du volume avec la pression artérielle, donc on veut maintenir ce volume-là pour avoir une bonne pression artérielle. Si j'ai trop de liquide ou pas assez, ça modifie la pression artérielle. Donc ça, vous savez ça maintenant. Puis évidemment, je parlais de concentration plasmatique de 0,9, mais je l'ai expliqué, mais je veux juste faire un rappel. Si je modifie ce 0,9%-là, bien, ça va favoriser un déplacement d'eau par osmose. L'eau se déplace toujours vers le plus concentré. Donc, on veut éviter cette situation-là, comme je le disais précédemment. Maintenant, composition du sang. Okay? Donc, je suis en retour en arrière. Composition du sang. Quand je vous dis le mot sang, je veux que vous ayez une idée générale de sa composition. Donc, il y a des cellules, il y a des molécules, et on va regarder un petit peu tout ça, en fait. Qu'est-ce qui compose le sang chez un être humain? Donc, quand on parle de sang total, c'est évidemment le sang au complet, et c'est essentiellement deux éléments. Donc, il y a une partie qui c'est du plasma. Le plasma, c'est de l'eau. Donc, c'est évidemment la principale partie. Environ 90% du plasma, c'est de l'eau, ou 92 dans votre livre. C'est à peu près les chiffres similaires, ça me va. Donc, la majeure partie du plasma, c'est de l'eau. Et il y a les éléments figurés. Quand vous voyez ce terme-là, c'est simplement les trois types de cellules qu'on va étudier un peu plus en détail tantôt. Donc, globule rouge, globule blanc, ou les plaquettes, ou avec leur vrai terme scientifique, érythrocytes pour les globules rouges, leucocytes, globules blancs, et les thrombocytes pour les plaquettes sanguines. Et c'est ça le sang, tout simplement. Et tout ce qu'on va rajouter éventuellement, c'est qu'il y a des éléments chimiques qui sont dissous dans l'eau, dans le plasma. On va en reparler à la prochaine diapositive. Si je fais une prise de sang comme ça ici et que je centrifuge, donc un petit appareil de table comme ça en laboratoire, donc je prends une éprouvette de sang tout simplement, on tourne très rapidement, ça peut tourner à 5000 RPM, exemple 5000 révolutions par minute. Et ce que ça fait, bien, en tournant, par gravité, les éléments lourds vont se retrouver dans le fond de l'éprouvette, les éléments légers en surface. Et ce que vous allez voir, c'est à peu près ça ici. Vous allez voir une éprouvette, donc qui va être rouge dans le fond, puis jaunâtre ici. La partie jaunâtre, c'est de l'eau en fait, c'est le plasma sanguin. Okay? Donc, c'est essentiellement de l'eau, des molécules chimiques, donc exemple des protéines, et toutes sortes de substances qui vont être dissoutes, on verra bientôt. Dans la partie du fond, c'est rouge, évidemment, pour les érythrocytes ou globules rouges. Donc, comme c'est les cellules les plus lourdes, on les ramasse dans le fond. Et entre la partie liquide, le plasma et le globule rouge, on va retrouver une petite section blanchâtre ici, très mince, qui sont en fait les leucocytes et les plaquettes, qui ont un point intermédiaire. Donc, c'est un peu plus lourd que l'eau, évidemment, mais moins que les globules rouges. Donc, parce qu'il y a moins de globules blancs aussi, en fait. Donc,
On va les retrouver ici. Il y a un terme qui revient souvent, qu'il faut être à l'aise. Puis quand vous allez travailler, vous allez peut-être entendre parler de ça. L'hématocrite. Héma, ça veut dire sang, évidemment. Donc, pardon, je suis une personne en santé. Si vous êtes un homme, vous devriez avoir un hématocrite entre 42 et 52%. Puis chez la femme, c'est un peu plus faible, 37 à 47. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait le volume du sang total qui est occupé par les globules rouges. En d'autres mots, c'est un pourcentage d'érythrocytes. Si je fais un rectangle comme ça qui illustre le sang au complet, 100% de mon sang, ça sonnait mal, hein? 100% du sang, en fait. Il y a différents éléments, globules blancs, plaquettes, eau, mais la portion qui m'intéresse avec l'hématocrite, c'est la portion associée aux globules rouges. Donc, ce que je colore, c'est exemple, la volume, l'espace occupé par les globules rouges. Et ça, c'est une certaine partie de mon total de 100%. Exemple, ça pourrait représenter 40% du 100%, donc il resterait un 60% pour le reste ici. L'hématocrite de 40% indique que chez cette personne, l'ensemble des globules rouges va prendre, en fait, comment je dirais, l'ensemble des globules rouges va tout simplement occuper un 40% de la totalité du sang. Le lien que vous devez garder en tête, c'est que plus que j'augmente l'hématocrite, vous devez déduire évidemment plus que de globules rouges. Puis l'inverse, si l'hématocrite diminue, c'est qu'il y a moins de globules rouges. Donc, une personne qui passe d'un hématocrite de 40 à 23%, le premier réflexe, oui, c'est beau la définition, OK, donc l'espace occupé par les globules rouges est moindre, mais c'est surtout sur le plan pratique, je veux que vous fassiez le lien évident que une hématocrite plus faible, moins de globules rouges. Moins de globules rouges, c'est quoi le problème? Je transporte moins d'oxygène, donc le patient risque d'avoir de l'hypoxie, des tissus mal alimentés, donc des cellules qui vont commencer à mourir, de la confusion mentale parce qu'il y a moins d'oxygène au cerveau, donc les neurones font moins d'ATP, ne fonctionnent pas. Faiblesse musculaire parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans les muscles, pas d'ATP, les muscles contractent plus difficilement. Donc, dans les pires cas, par connaissance ou la mort. Donc, évidemment, l'hématocrite est un indicateur indirect du niveau de transport d'oxygène. Et si j'ai un hématocrite un peu plus élevé, 60%, ça veut dire qu'il y a un peu plus de globules rouges. Parce que plus que de globules rouges, plus que ça va prendre d'espace. Donc, un plus grand volume va être occupé. Et évidemment, l'hématocrite est élevé. Et là, votre premier réflexe, c'est de dire, c'est tant mieux parce qu'il y a un meilleur transport d'oxygène. Effectivement, mais s'il y a trop de globules rouges, le sang devient trop visqueux. Trop visqueux, il va arrêter de circuler. Ça va être difficile pour le cœur, crise cardiaque, exemple. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un hématocrite qui se situe dans ces chiffres-là. Si on fait une petite piqûre et qu'on prélève, on appelle ça un frottis sanguin, ça prend 2 secondes, pour le faire en laboratoire, c'est très simple. Donc, je pique votre doigt comme ça, je prends une goutte de sang, je le mets sur une lamelle comme ça de microscope, je rajoute un petit colorant tout simple, une goutte, et je mets une petite lamelle par-dessus. En fait, j'aurais dû dire lame, ça c'est une lame, la grande ici, ça s'appelle une lame. Et la petite qu'on rajoute, c'est une lamelle. Des fois, c'est une confusion qu'on fait en laboratoire, donc je viens de la faire, simplement, je m'excuse, simplement vous corriger mon erreur. Donc, je répète, petite goutte de sang sur la lame, j'ajoute une lamelle et une goutte de colorant et je regarde. Qu'est-ce qu'on voit? Bien, chez une personne en santé, c'est à peu près ça ici qu'on devrait voir. Okay? Donc, on appelle cette technique-là, c'est un frottis sanguin. Et un frottis sanguin, chez une personne en santé, on devrait voir, donc ce que je pointe présentement, c'est les globules rouges, donc une grande proportion de globules rouges. Et les plus grosses cellules en mauve ici, c'est des globules blancs. Donc, j'en vois 2 ici. Chez une personne en santé, il devrait avoir beaucoup moins de globules blancs que de globules rouges. C'est pas à retenir, on dit un facteur de 1% à peu près. Il y a 5 fois plus d'érythrocytes que de leucocytes. Et les petits points comme ça, c'est des thrombocytes ou des plaquettes. En fait, les thrombocytes ou les plaquettes sanguines, c'est des fragments de cellules, c'est pour ça que c'est très petit, c'est des morceaux de cellules, en fait, ce pas des cellules complètes, qui sont nécessaires à la coagulation. Ce qui est le fun avec un frottis, c'est que très rapidement, on peut avoir une idée de l'état sanguin chez le patient. Il faut faire des analyses plus poussées des fois, mais rapidement, petite piqûre, petite goutte de colorant, ça prend 5 minutes, on regarde au microscope et on peut déjà dire que cette personne-là, au premier abord, a un sang normal. Si vous avez, exemple, un cancer du sang, des globules blancs qu'on appelle la leucémie, leucocyte leucémie, leu, ça veut dire blanc. Donc, ce qu'on verrait, beaucoup de globules blancs ici. Donc, au lieu d'en avoir 2, on aurait peut-être 40, 50. Donc, ça, c'est mauvais signe. Parfois, on peut en avoir un peu plus aussi, mais ça peut être un cas d'infection.
Donc, la personne est infectée, le système immunitaire commence à produire plus de globules blancs. Donc, ça nous permet de détecter comme ça, juste un petit coup d'œil, si le sang a une apparence normale après le frottis ou s'il y a des indicateurs de normalité. Et généralement, on regarde deux choses, la quantité et les proportions des différentes cellules. On peut même déterminer la proportion des différents globules blancs, des différents types. Puis avec des petites règles statistiques, on peut estimer si les proportions sont bonnes ou pas. Puis on regarde aussi la forme des cellules. Est-ce qu'elles ont une forme normale ou est-ce qu'elles sont anormales? Donc, c'est un test rapide qui nous permet de détecter tout ça. Mais l'idée ici de vous le présenter, c'était pour que vous puissiez voir au moins une fois dans votre vie à quoi ça ressemble le sang humain chez une personne en santé. J'ai beaucoup parlé de la composition sanguine. Donc, on va regarder plus en détail maintenant la partie de plasma, puis ensuite je vais m'affairer au niveau des leucocytes et des érythrocytes. Donc, première des choses, au niveau du plasma, partie liquide, j'ai dit tantôt, il y a de l'eau. Et ce que je m'attends, c'est que vous soyez capable de me décrire les différentes composantes du sang, puis à peu près leur rôle général. Okay? Donc, si vous avez une idée à peu près générale de leur rôle, vous êtes capable de m'expliquer ça, vous êtes correct pour l'examen à ce niveau-ci. Donc, beaucoup d'eau. C'est évidemment le solvant. Hein? L'eau, c'est le solvant universel. Donc, sa principale fonction, c'est de transporter les différentes molécules qui vont être dissoutes, mais surtout de retenir que l'eau, c'est pas pour rien qu'on est des êtres d'eau, les humains, c'est que l'eau a une autre propriété, à part de la chaleur massique que je discutais précédemment, c'est qu'elle a une très grande capacité de solubilisation. Donc, pas toutes les molécules, mais la plupart des molécules vont se dissoudre facilement dans l'eau, ce qui est un avantage pour nous, parce que si ça ne se dissout pas, on ne peut pas les transporter. Il y a des exceptions, il y a des graisses, il y a des acides gras, certains types de molécules qui vont être plus difficiles à transporter, qui ne se dissouent pas dans l'eau, donc on aura des mécanismes de transport particuliers. Mais mis à part ces exceptions, la plupart des éléments, même les gaz respiratoires, arrivent à se dissoudre dans le plasma. Donc c'est pour ça l'eau, en fait, qu'on est fait d'eau. Cette grande capacité de solubilisation de solvants. Ensuite, dans l'eau, on a différentes protéines. Les protéines, donc la première qui est très importante, c'est les protéines plasmatiques. On les appelle plasmatiques parce qu'elles sont très grosses et elles restent coincées dans le plasma sanguin. Normalement, on ne va pas retrouver les protéines plasmatiques dans l'urine si les reins fonctionnent bien. Si c'est le cas, ça se peut qu'on ait une atteinte aux reins. Donc, dans ce cas-ci, l'albumine, c'est des grosses protéines qui sont produites par le foie. Différentes fonctions qu'on verra dans 2 secondes, mais elles restent coincées dans les vaisseaux sanguins, puis éventuellement, on va les dégrader, puis on va les remplacer par de la nouvelle protéine. Sa première fonction, c'est d'assurer la pression osmotique. Donc, la concentration sanguine, on veut faire en sorte qu'elle reste à 0,9%. Ça veut dire que si pour X raison, vous avez une pression ou une concentration plus faible, une concentration osmotique plus faible, on va augmenter la production d'albumine pour compenser. Puis si vous avez un sang trop concentré pour X raison, on va diminuer la pression d'albumine. Donc, en ajustant la quantité d'albumine dans les vaisseaux sanguins, on va contrôler la concentration du sang, puis par le fait même la pression osmotique, justement pour, on dit, favoriser la rétention d'eau. Je dirais ça un peu différemment. C'est pour empêcher le déplacement d'eau par osmose. On ne veut pas perdre ou gagner de l'eau, en fait. Donc, on va ajuster comme ça la concentration en produisant ou non de l'albumine. L'autre fonction d'albumine qui est extrêmement importante, c'est qu'on va transporter justement certaines molécules qui se dissolvent peu dans l'eau, certains acides gras, certains éléments non solubles, en fait, qui sont liposolubles, qui aiment les graisses. Donc, c'est un peu comme une remorque. On va transporter ces molécules-là pour faciliter leur concentration, leur déplacement, dans la circulation sanguine. Donc, fonction de concentration, une fonction donc de pression osmotique, et deuxième fonction de transport. L'autre type de protéines, c'est les globulines. C'est en fait des anticorps. Donc, tout ce que je veux que vous sachiez ici, c'est que c'est des anticorps qui vont vous protéger, qui vont neutraliser virus, bactéries ou corps étrangers. Donc, on est vraiment dans la défense immunitaire. Et ces anticorps, ces globulines, vont pouvoir se déplacer via la circulation sanguine. Donc, ça, c'est les autres éléments qu'on va retrouver dans le plasma sanguin. On retrouve également une protéine qui s'appelle la fibrine, ou sous sa forme inactive fibrinogène, qui sert à coaguler. Donc, sans fibrine ou fibrinogène, il n'y a pas de coagulation, extrêmement importante. Donc, cette protéine-là est aussi solubilisée dans le plasma. Puis, vous avez différentes protéines régulatrices. Donc, essentiellement, c'est des enzymes ou des hormones qui auront leur propre fonction. Exemple, l'hormone insuline pour ajuster le taux de glycémie, certaines enzymes qui vont favoriser certaines réactions chimiques. Donc, en d'autres mots, le sang pour le plasma, c'est beaucoup d'eau.
avec sa fonction de solvant puis de solubiliser la plupart des molécules. De l'albumine, donc comme protéine, 3 protéines, albumine, anticorps et fibrine, et les hormones ou enzymes. Albumine sert de transport, ça rajoute la pression osmotique. Globuline, c'est les anticorps qui vous défendent. Fibrine pour la coagulation. Puis les hormones, les enzymes, fonction de régulation générale, mais selon le type d'enzyme, on favorise différents types de réactions. Donc, mis à part l'eau et les protéines, on a tous les autres solutés. Et les autres solutés, en fait, je vais passer un peu plus vite. Quand on dit électrolytes, ions, bien évidemment, on va les voir un peu plus en détail tantôt. Donc, je vais sauter pour l'instant. Sodium, potassium, calcium, ils ont différents rôles, évidemment, qu'on verra un peu plus tard. Nutriments, bien, essentiellement le glucose, exemple, pour les sources d'énergie. Ça peut être certains lipides, acides gras aussi. Donc, ça, c'est les nutriments pour fournir l'énergie que vous avez besoin. Gaz respiratoire aussi, exemple, oxygène pour permettre la production d'ATP par la respiration cellulaire. Et tous les autres déchets que vous produirez, CO2, urée, peu importe, qu'il faudra éliminer. Donc, ça, c'est les autres molécules qu'on va retrouver en circulation sanguine, dans le plasma, évidemment. Maintenant, je vous ai parlé de la protéine plasmatique, surtout de l'albumine. Donc, je vous ai parlé de pression osmotique. Maintenant, on va faire un petit exercice qui rappelle l'osmose. J'en ai parlé un petit peu très rapidement en début de capsule. Maintenant, on va le faire plus en détail. Je vous disais que les protéines plasmatiques, c'est un transporteur, mais aussi va ajuster la pression osmotique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le foie qui produit l'albumine. Extrêmement important. Et pourquoi je vous demande de savoir ça par cœur? Parce que toutes les maladies qui vont affecter le foie, cancer du foie, cirrhose du foie, hépatite ou tous les autres lésions ou maladies qu'on va vous enseigner en soins, si le foie ne fonctionne pas, c'est possible, si certaines cellules sont touchées, si c'est des cellules productrices d'albumine, c'est fort probable qu'on diminue la production de protéines d'albumine. Et si je diminue l'albumine, je vais avoir des problèmes osmotiques parce que je vais diminuer la concentration du sang. Donc, je vais diminuer la PO ou pression osmotique. Alors, au lieu d'être à 0,9, je vais peut-être tomber à 0,8. Et là, ça peut amener des problèmes d'osmose. La personne peut faire de l'édème, de l'accumulation de liquide comme ça, le déplacement de liquide du sang vers les tissus et tout ça. Donc, c'est important de comprendre que chez une personne en santé, le foie doit fonctionner. Et bien que le foie ait beaucoup de fonctions, j'en parle pas, ce n'est pas l'objectif du cours, mais une de ses fonctions, c'est de produire la protéine pour maintenir, le mot maintenir est important, maintenir la pression osmotique chez une personne en santé. Donc, on veut toujours avoir une concentration sanguine de 0,9. L'osmose, je l'ai dit tantôt, donc rappel, eau vers le plus concentré. Donc, la question ici, qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème d'osmose? Donc, exemple, au lieu d'être à 0,9, j'étais à 1,5 au niveau du plasma et les globules rouges sont à 0,9. Donc, si on le réfléchit comme on vous l'a enseigné à la session dernière, puis on considère seulement les globules rouges et le vaisseau sanguin, ce que ça dit ici, tout simplement, c'est que comme le plasma est plus concentré, donc, exemple, si je dessine un globule rouge qui est à 0,9, puis le plasma ici, donc ça c'est un vaisseau sanguin, et le plasma, donc la partie liquide ici, est à 1,5. Pression osmotique trop élevée, par osmose, comme l'eau va vers le plus concentré, on peut imaginer que l'eau va quitter la cellule pour aller dans le plasma. Donc les cellules vont se déshydrater, vont plisser et vont rapetisser en termes de volume et donc elles vont mourir. Et évidemment, c'est dangereux parce qu'on ne transporte plus l'oxygène et rien de ça. Donc il va y avoir littéralement une destruction comme ça des globules rouges qui vont se déshydrater. Donc ça, c'est ce qu'on vous avait enseigné à la dernière session. Et pour rétablir la situation, si c'est un patient qui est hospitalisé et qui a le sang trop concentré comme ça, pression osmotique trop élevée, vous donnez quel type de soluté, de solution intraveineuse? Vous avez 3 choix. Un isotonique qui est à 0,9%, un hypertonique qui est plus concentré, donc qui est plus grand que 0,9%, et vous pouvez donner un hypo qui est plus faible en termes de concentration. Donc, dans ce cas-ci, quand je regarde le problème, je vous disais toujours en fait, ce que je dis aux étudiants de première session, c'est toujours regarder le problème de départ et ce qu'on veut faire par la suite.
Comme j'en ai trop dans le sang, évidemment, je ne vais pas donner un hypertonique. Si vous donnez plus, vous en avez déjà plus. Fait qu'exemple, si lui est à 2%, vous êtes déjà à 2%, vous voulez aller à 0,9, ça ne marche pas. Vous en avez trop dans le sang, vous avez trop de sel dans le sang, je ne vais pas vous en donner encore plus. Si vous êtes en hyperglycémie, puis vous avez 8 de glycémie au lieu de 4, ben, je ne vais pas vous donner une tarte au sucre. Vous allez monter à 12, je rempire la situation, ça ne fait aucun sens. Donc, si vous en avez trop, vous allez favoriser l'hypotonique. Vous allez donner une solution intraveineuse qui est plus faible en termes de concentration pour tenter de diluer et rétablir la situation de façon artificielle, bien sûr, mais revenir vers le 0,9%. Vous donnez un ISO, ce n'est pas la fin du monde. Vous aidez plus ou moins, mais au moins, vous ne remplirez pas la situation. Mais la pire chose que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous preniez une solution intraveineuse rapidement, sans trop lire, puis vous plantez un hyper. Là, vous remplirez la situation du patient. Vous pouvez même... ça pourrait être extrêmement dangereux, en fait. Donc, dans ce cas-ci, on s'attend à une solution moins concentrée, comme le point de départ, et du fait que le sang est trop concentré, on en donne un petit peu moins. Maintenant, on va reposer une question, mais on va l'aligner dans une version Bio 2, okay? Donc qui est le sujet du cours. Là, vous aviez déjà étudié dans la session la relation entre du sang trop concentré et le globule rouge ou du sang pas assez concentré. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez avec le liquide interstitiel. Donc, exemple, ici, le plasma avec le vaisseau sanguin, normalement, les nutriments, glucose et tout, va quitter les vaisseaux sanguins pour alimenter ces tissus-là. Donc, par exemple, l'oxygène glucose va quitter les vaisseaux, le capillaire, s'en vient dans le liquide interstitiel et entre dans les cellules ou chemin inverse pour les déchets. Concentration normale, le liquide interstitiel devrait être à 0,9%, les cellules à 0,9%, le plasma sanguin à 0,9%. Tout le monde est à 0,9%. On vous fait une petite mise en situation médicale. Justement, je parlais de problème de foie, donc cirrhose du foie chez un patient. Il y a une baisse de production de protéines plasmatiques. Je vous demande, êtes-vous capable de m'expliquer l'impact sur la pression osmotique, déplacement d'eau et pression artérielle? Donc, normalement, en classe, je vous laisse le temps de réfléchir et de résoudre ça, puis je l'explique après. Donc, soyez à l'aise, là, je vous l'explique immédiatement, mais soyez à l'aise de bien comprendre le raisonnement que je vais faire. Okay? Donc, c'est mon principal objectif. Cirrhose du foie, première des choses, le foie ne fonctionne pas, donc baisse de production des protéines plasmatiques comme l'albumine. Donc, l'idée ici, l'indice qui est important de comprendre, si je diminue la production de protéines plasmatiques comme l'albumine, est-ce que, à votre avis, le sang est plus ou moins concentré? Donc, évidemment, j'ai moins de molécules. Si j'en ai moins, le sang est moins concentré. Si le sang est moins concentré, ça veut dire que je baisse la pression osmotique. En d'autres termes, je diminue la PO, pression osmotique, ça veut dire que le sang est moins concentré. OK? Donc, moins de concentration. On a réglé le premier. Maintenant, on vous dit que l'eau puis la pression artérielle vont avoir un impact. Donc, deuxième élément, si le sang est moins concentré, qu'est-ce qui va arriver par osmose? Donc, par cœur, vous devez toujours savoir, c'est une loi extrêmement importante, que l'osmose, il y a un déplacement d'eau vers le plus concentré. Et là, je viens de vous dire qu'au niveau du plasma, au lieu d'être à 0,9, le sang est moins concentré. Donc, vous avez le droit de vous donner des chiffres simplement pour vous aider. Exemple, si je vous dis qu'au lieu de 0,9, bien, si je diminue la concentration, on va dire 0,5% au lieu de 0,9 qui est la normale. Donc, au lieu, chez une personne en santé, on sera à 0,9. Ici, j'ai un problème de foie, moins de protéines dans le sang, donc le sang est moins concentré. Si je suis à 0,5, je compare le 0,5 et le 0,9. Donc, 0,5, c'est moins concentré que 0,9. L'eau va vers le plus concentré. Donc, la question, est-ce que le plasma sanguin dans le vaisseau ici va quitter pour aller dans le liquide interstitiel ou au contraire, l'eau dans le liquide interstitiel va entrer? Donc, en appliquant la loi d'osmose, l'eau se déplace vers le plus concentré. Le 0,9, c'est plus concentré que le 0,5, donc le plasma va quitter pour s'accumuler dans le liquide interstitiel. C'est une raison qui peut expliquer certains types d'édème. L'édème, c'est quoi? C'est de l'accumulation de liquide dans le liquide interstitiel ou dans les tissus. Donc, il y a littéralement une fuite du plasma sanguin vers le liquide interstitiel. Donc, on vient d'expliquer le déplacement d'eau.
Donc, ça a l'air de rien, mais simplement le fait que le foie ne fonctionne pas, qu'il produise moins de protéines et que le sang soit moins concentré, ça favorise par osmose le déplacement de liquide dans les tissus interstitiels. Et vous allez avoir, peut-être, possiblement, voir des signes d'œdème chez votre patient. Et vous allez aussi voir, possiblement, des variations de la pression artérielle si vous prenez ces signes vitaux. La pression artérielle, est-ce que vous entendez, est-ce que vous croyez qu'elle va augmenter ou diminuer? Donc, s'il y a une fuite de liquide vers le liquide interstitiel, je diminue le plasma. Si je diminue le volume de plasma, plasma sanguin, ben, j'ai moins de liquide dans les vaisseaux, donc ça pousse moins fort sur les parois, donc la pression artérielle va diminuer. Ici, je m'attends à voir si la cirrhose est importante et que la pression osmotique est vraiment beaucoup plus faible que la normale. Je m'attendrais à avoir des signes d'œdème et une pression artérielle un peu plus faible. Donc, ce serait des signes cliniques possibles, en fait. Et vous avez vu comment je l'ai raisonné. Ça devient très simple si on y va par suite logique. Donc, déjà, quand vous avez des questions comme ça à l'examen, le truc que je vous donne, c'est déjà de partir de l'indice de la question. C'est le point de départ de votre raisonnement. Et ensuite, vous allez faire les raisonnements subséquents. Donc ici, le gros indice, là, on vous dit que le sang est moins concentré. Si le sang est moins concentré, bien, la pression osmotique est plus faible. Puis si la pression est plus faible, bien, par osmose, vous savez que l'eau va vers le plus concentré. Donc, il y a une fuite de liquide vers le liquide interstitiel. Donc, vous êtes capable de m'expliquer le déplacement d'eau. Puis si j'ai moins de liquide dans le plasma, bien évidemment, la pression artérielle devient plus faible, tout simplement.